Bonjour à tous et bienvenue sur Sub TV. Je suis Matt, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webcast. Je suis en compagnie de Bruno Le Maire. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Le Maire, vous êtes en face du président de la Fédération de Paintball Sportif qui est en place depuis septembre 2008 si je ne me trompe pas. Exactement. J'ai bossé mes fiches. Alors qu'est-ce qu'a fait Bruno Le Maire pendant cette longue période? On va en parler ensemble, mais on peut déjà dire que tu as fait partie de cette commission parlementaire pour la réglementation des lanceurs de paintball. Tout à fait, voilà. Oui. Donc ça, on va en parler, on va pouvoir voir un petit peu les avancées sur le sujet et plein d'autres choses. Bon, pour commencer, on va faire un petit quiz pour mieux te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, c'est des questions rapides, je veux des réponses rapides. Ton nom complet? Bruno Pierre Le Maire. D'accord. Ta date de naissance? 31 mars 1969. Bon anniversaire en retard. Merci. Okay. 42 ans. Oui. Ta situation de famille? Marié, un enfant. Ton job sur un terrain de paintball? Et mon job sur un terrain de paintball. Il y en a deux normalement. J'en ai deux. Soit arbitre. Oui. Soit... Ah, tu voulais vraiment comme... Les deux. Ouais, arbitre et joueur. Et quand je suis joueur, je suis plutôt, on va dire, arrière insert. Voilà. C'est-à-dire que je protège mon avant et si mon avant va pas assez vite, et ben je lui passe devant. D'accord. Ton job hors paintball? Je suis fonctionnaire à l'éducation nationale, je suis, on va dire, gestionnaire de projets informatiques, c'est-à-dire que j'accompagne des utilisateurs sur un logiciel de gestion des étudiants. D'accord. Voilà. Une autre passion à part le paintball? Le poker. Aïe, ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ta devise? J'ai pas vraiment de devise en particulier, j'en ai plusieurs qui peuvent correspondre. Ta préférée? Je dirais qui ose gagne. D'accord. Ton plat préféré? Les linguine à la vongole. Moi, je ne connais pas. Une chose que tu aimes par-dessus tout? Ma fille. Une chose que tu n'aimes pas? Une chose, ma fille, c'est... Une chose que je n'aime pas du tout. Une chose que je n'aime pas du tout. Je suis pas si sectaire que ça finalement dans la haine. Comme quoi. Très bien. Et est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Caleçon. Très bien. Bon voilà. Bon bah écoutez, j'espère que du coup vous connaissiez un petit peu plus la vie de Bruno Le Maire. Mais on t'a pas fait venir que pour ça quand même. On avait pas mal de questions. La première, on va commencer sur un événement assez récent qui était Millennium de Longchamp. Je voulais un peu ton ressenti sur cet événement, tant en tant que président de la fédération, puisque ça s'est quand même passé sur ta juridiction, puisque tu es le président, représentant français du paintball, et en même temps, point de vue arbitre, puisque tu as arbitré, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es Euroref, tu es aussi arbitre fédéral en ligue, mais tu es Euroref, donc tu as arbitré pas mal de matchs. Oui, j'ai arbitré pas mal de matchs, voilà. Effectivement, sur le terrain SPL au Millennium. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, on va en parler un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti d'abord en tant que président de la fédération? Alors tout d'abord, il faut bien voir que le site de Longchamp était réellement une grande première quelque part, puisque c'est un lieu sportif. C'est une première dans le... Ouais, on n'a jamais eu ça ici. Quoique, on a eu Charletti. On avait Pêche David à... On a eu Pêche David à Toulouse, on avait Charletti. Là, c'était l'hippodrome de Longchamp. Le lieu était pour moi très très bien situé, très proche des transports en commun. En tout cas, moi qui ne suis pas motorisé et n'ayant pas tout mon matériel de paintball à transporter, mais juste mon équipement d'arbitre, je suis venu en transport en commun avec un bus qui s'arrêtait à 150 mètres au maximum. Ouais, globalement, c'était pratique quand même. Donc très accessible, proche de Paris. Le site en lui-même, les terrains eux-mêmes, malgré que ce ne soit pas du turf, et c'est vrai que ça faisait peut-être penser à un retour en arrière, était pour moi relativement bon. Ouais. On a connu des conditions pires sur d'autres sites dans un passé, y compris un passé récent. Les terrains étaient pour moi bien organisés, la structure en elle-même était assez agréable, j'ai trouvé que le village était bien organisé. Donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup plus d'exposants que l'année dernière. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y avait de la vie. Voilà, oui, il y avait de la vie. C'était peut-être mieux organisé, c'était moins disparate. On avait quand même toujours une continuité jusqu'à la zone joueur, ce qui fait que ça donnait quand même une impression un petit peu plus, on va dire, étoffée. Ouais. Voilà, tout à fait. Il y avait eu beaucoup d'équipes.
de très très forte participation pour cette première manche. Et les matchs se sont enchaînés plutôt bien. Donc j'ai trouvé qu'en fait l'événement lui-même avait eu, on va dire que c'était un très bon démarrage de saison. Voilà, d'accord. Réellement. Et donc en tant qu'arbitre, qu'est-ce que ça donnait? Très dur. C'est très dur parce que on a eu la chance d'avoir un temps qui était relativement clément, donc des bonnes conditions et de température, ça, c'est important. Pas trop de pluie, même s'il y en a eu un petit peu, des matchs qui se sont enchaînés assez. Enfin, le problème, c'est que je crois que le fait qu'on passe à 4 terrains, le fait qu'on enchaîne ces fameux points, ça fait des grosses journées d'arbitrage. Alors, on va en parler parce qu'effectivement, je pense que les gens n'ont pas conscience, mais il y a eu ce fameux changement dans le fonctionnement d'un match, on va dire, puisque maintenant il y a 2 matchs en un qui s'imbriquent, 4 équipes rentrent dans les zones joueurs, et dès que le premier point est terminé, les 2 autres équipes ont 30 secondes pour se placer en base, ce qui à mon sens fluidifie peut-être dans un sens, mais complexifie dans l'autre. Alors ce qui est sûr pour moi, point de vue arbitre, ça a été un progrès. Alors les gens vont peut-être pas forcément comprendre, c'est qu'ils ont l'habitude effectivement de voir des matchs SPL ou CPL avec ces points qui ont toujours une pause de 2 minutes, mais il faut bien voir qu'un enchaînement de 2 matchs tel que ça s'est passé pour le match long, ce n'est jamais ni plus ni moins que de faire la même chose que d'enchaîner des matchs de semi-5 sur un format très standard. Ce que tu vois en ligue tous les dimanches. Ce qu'on voit en ligue tous les dimanches. Donc quand les gens disaient oui mais vous comprenez ça va être beaucoup plus dur pour les arbitres, non, c'est juste qu'un arbitre revient sur un rythme initial avant l'introduction du match long, qui était ce qu'il était. Moi j'ai arbitré le Millennium et j'ai vécu un Millennium en 2006 où il y avait tous les matchs de semi-5, il y en avait peut-être 60 ou 75 sur la même journée. Ça voulait dire qu'effectivement on ne laissait même pas le temps de poser, qu'on faisait rentrer les équipes à la chaîne derrière. C'est jamais que ce qui s'est passé avec l'enchaînement de ces points en match long. Donc du point de vue de l'arbitrage, ça nous permettait, en tout cas moi ça m'a permis, sachant que les conditions étaient quand même clémentes, parce que je pense que sur des conditions beaucoup plus difficiles de température, ça aurait peut-être pas été la même chose. Vous auriez été à Malaga, là c'était pas la même. Voilà, il est clair que là le fait d'enchaîner les points en n'ayant que 30 secondes, pour nous ça nous maintenait dans le rythme. Voilà, est-ce que ça aide à la concentration parce tout à fait, complètement. J'ai arbitré depuis la LNP à Pélissane, et clairement le fait d'avoir ces 2 minutes de pause entre chaque point, ça déconcentre beaucoup, on a du mal à se remettre dans le bain, donc du coup le fait d'avoir enchaîné les points permettait vraiment de rester dans le rythme de la partie. On enchaînait 2 matchs, et une fois que les 2 matchs étaient terminés, on avait une pause qui était entre 5, 6, 7 minutes, ça permettait de reprendre son souffle, de s'alimenter, de boire et de réellement souffler en fait, sans se mettre trop la pression. Donc pour vous, vous considérez que c'est pas une régression, c'est plutôt une amélioration. Le reproche qui a quand même été fait côté spectateur par contre, c'était peut-être l'absence d'un speaker français à Longchamp, ce qui fait que on tombait quand même un moment dans un espèce de vaudeville où il y avait le commentateur anglais qui expliquait aux spectateurs français comment se passait un match. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient vraiment compris. Et de voir à chaque fois des gens avec des maillots différents rentrer entre chaque point, ça les a pas aidés. C'est vrai que pour un habitué, c'est pas un problème. Mais alors pour quelqu'un qui vient sur Longchamp, qui n'a jamais vu un match de paintball de sa vie, il a dû se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, les scoreboards. Je pense que c'était un manque. Alors, le problème, c'est que là, du coup, je vais avoir du mal à en parler. Il est bien connu qu'un arbitre, en général, il ne voit pas un match. Il arbitre des matchs. Non, ça, c'est un ressenti qu'on avait depuis la zone spectateur. Et c'est vrai que moi, c'est effectivement un des doutes que j'avais sur la fluidité, en tout cas la compréhension du spectacle pour des non-initiés, voire même peut-être pour des paintballers, ça devait peut-être être complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'un des gros défauts que j'ai trouvé à ce système, c'est que d'une part, au niveau des équipes, ça a provoqué pas mal de désorganisation. Ouais, dans les pit crews, c'était assez. Voilà. La première, la plus grosse, c'était en fait tout bêtement la gestion en fait de la récupération des pots, qui a été une catastrophe, puisque je crois qu'à peu près 1 point sur 2, le récupérateur de pots restait sur le terrain, caché dans un coin parce qu'il n'avait pas le temps de ramasser les pots. Ouais, certains derrière les poubelles. Ouais. Voilà, certains très organisés ont fait des razzias sur les pots de l'adversaire parce qu'ils ne pensaient pas les ramasser, voire les pots du match qui avait lieu juste après, ou du point qui avait eu lieu juste avant plutôt. Et surtout, le gros problème que moi j'ai relevé, et qu'on a nous comblé en partie en essayant d'être le plus opérationnel possible, en sortant un petit peu d'autres rôles, mais ça, pour moi ça fait quand même partie des missions, c'était le nettoyage des obstacles. Ouais, on vous a vu beaucoup nettoyer les obstacles et jeter les pots un peu plus loin en disant... Au niveau du crew, en fait, malgré qu'il soit pourtant opérationnel, n'avait pas le temps clairement de nettoyer un obstacle entre 2 points, et si les arbitres ne mettaient pas un petit peu du leur pour nettoyer les obstacles aussi, pour apporter un coup de main, il est clair qu'au bout de, on va dire, de 5-6 points enchaînés, les obstacles commençaient à devenir complètement
complètement crade, et on le sait très bien, un obstacle crade, c'est bad call. Voilà. Et puis au pied des obstacles, les billes qui traînent à chaque fois. Alors ça n'a pas été nettoyé du tout, donc du coup il y a aucun souffleur. Moi je sais que personnellement j'ai fait quelques bad calls aussi bien quand un joueur aurait dû sortir que quand un joueur n'aurait pas dû sortir. C'est toujours un problème parce que c'est vrai que ce genre de décision c'est toujours un petit peu limite sur un point, c'est délicat, ça veut dire qu'on a foiré un petit peu le travail. Maintenant, voilà quoi. C'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles du fait de l'enchaînement des points pour pouvoir avoir un terrain à peu près clean régulièrement. Vous avez compensé globalement? Moi, j'ai préféré compenser parce que je me suis aussi aperçu que quand on faisait ça, ça permettait aussi de motiver le crew derrière qui voyait que ils se sentaient pas un petit peu seuls et isolés et tous les seuls dans la merde. Donc ils voyaient des arbitres participer. Du coup, ils prenaient un petit peu plus de cœur à leur tâche. Et il faut savoir que c'est pas facile. Donc nettoyer un terrain, il faut être rapide, il faut être réactif. Voilà. Donc du coup, je pense que ça s'est quand même bien passé et c'est peut-être le seul petit point négatif vu côté arbitre. Voilà, nettoyer les obstacles. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des équipes françaises? CPL, SPL, on a vu qu'ils avaient eu beaucoup de mal. En CPL, globalement sur les 4 équipes, les 5 équipes, pardon, oui, je pensais à 4 poules. Les 5 équipes qui sont engagées, il n'y en a qu'une qui passe. Est-ce que c'est une petite déception? Je ne sais pas si c'est une déception. Oui, si, forcément, fatalement, c'est une déception. Sans rentrer dans le débat, est-ce que 5 équipes, c'est non, mais ça, je ne rentrerai pas dedans parce que c'est autre chose. Ce qui est plus gênant, en fait, c'est qu'effectivement, ça veut dire qu'on a une équipe qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Tonton. Très personnellement, je ne les attendais pas forcément à ce niveau-là parce que l'équipe était en reconstruction. Il y a eu le départ de cadres fondateurs. Et même si on sait que ceux qui sont restés sur le terrain, Loïc et Tava en tête, ça reste quand même solide. Clairement, voilà quoi. Ils ont su canaliser, ils ont su drainer, ils ont su tirer la substantifique moelle de l'effectif qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont aussi un staff derrière. Ils ont un petit potentiel quand même. Voilà. Ils n'ont pas recruté non plus des Ils n'ont pas recruté n'importe qui. Et ils ont surtout un staff derrière qui est effectivement lui toujours présent. Et ça s'est senti aussi sur le terrain. Je veux dire que c'est un résultat quasiment presque logique quelque part après cette World Cup où malgré le renfort de 2 Anglais, ils ont su aussi mobiliser les joueurs qu'ils avaient quoi. D'accord. Pour les autres équipes CPL, oui, clairement, il y a un petit peu de déception. Je pense qu'on a des équipes comme Outrage et Carnage qui vont faire leur apprentissage. Donc, ils vont payer un petit peu le tribut de la nouvelle équipe du championnat. Quoi. Voilà. Sachant qu'il y a des équipes qui ont disparu, des équipes emblématiques comme Joy, Menace, toutes ces grosses équipes, Boulettes, et les autres sont encore là. Eux, par contre, ils n'ont pas perdu de niveau et donc ils vont pas leur faire de cadeaux. Là, je pense que le souci qu'on va avoir, c'est que ces équipes. En fait, la gloire qu'il faut tirer de ça quand même, parce que je pense que c'est vraiment une question de gloire. On a maintenant des équipes françaises. Et il faut le dire française dans leur ensemble, c'est-à-dire que c'est un effectif français avec des moyens français, des joueurs français et de l'investissement français face à des équipes où je vois que certaines équipes qui ont acheté leurs spots sont des mercenaires. La moitié des joueurs étaient recrutés soit parce que ce sont des anciens Russian Legends, soit parce que ce sont des Américains qui sont ce qu'ils sont, des Américains quoi quand même, et que du coup en fait quelque part les Français ont perdu certes, mais ils ont perdu contre des gens qui ne sont pas ce qu'ils ont annoncé au départ. Voilà, et puis ils jouent avec leurs armes. Et ils jouent avec leurs armes. Voilà. C'est un petit peu ce qui ressort. C'est-à-dire qu'après on a cette tendance à dire ok, on est dans des équipes, on a 5 équipes en CPL, mais c'est des effectifs quasi 100% français. Je crois qu'il n'y a que Tonton qui ont un joueur étranger. Un russe, et je peux vous signaler quand même que ce fameux russe a beau être joueur étranger, il est intégré dans l'effectif Tonton à tel point qu'il a une licence fédérale. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Mais il avait l'air, de toute façon, quand on le voyait, il avait l'air très impliqué, même dans l'équipe. Il n'était pas là simplement à s'installer dans les gradins, à attendre que le match commence. Il a plutôt l'air d'être. Non, il fait vraiment partie de l'effectif Tonton visiblement. Quoi. D'accord. Donc c'est vrai que quelque part, on peut se dire qu'il y en a qui pêchent un petit peu par le manque d'expérience, mais bon, de toute façon, en même temps, ils vont. C'est l'apprentissage qui va venir. On sait que Dagnir avait fait la même chose l'année dernière, commencé assez difficilement à se mettre dedans, et ils ont fini par faire une dernière manche qui était plutôt pas mal, et ce qui les a sauvés d'ailleurs. Donc on va souhaiter la même chose aux Français. On va quand même signaler le fait qu'effectivement Aiko a quand même gagné son match contre Dynasty. C'était pas la petite performance à réaliser quand même. Donc voilà quoi. Ça veut dire qu'on a effectivement le potentiel. Maintenant, on se bat peut-être pas avec les mêmes armes contre ces équipes qui ont des moyens et qui vont chercher à l'étranger ce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc le mot c'est plutôt de dire continuez, battez-vous, voilà. Et il y a un moment donné où ça va payer. On vous fait confiance. D'accord, très bien. Voilà.
Je pense Niveau SPL maintenant, c'était peut-être voilà. moi, par contre c'est plus au niveau de la SPL que j'étais déçu. La CPL je m'y attendais, c'est plutôt au niveau SPL que j'étais déçu parce qu'une fois que Carnage et Tonton étaient partis, je pensais qu'il y aurait peut-être une... Enfin Outrage pardon, j'ai dit Tonton. Outrage et Carnage sont montés. Je pensais qu'il y aurait une relève derrière qui viendrait. Elle n'a pas pointé, déception un petit peu de Vision. Je pense que Vision, en fait, à mon avis, c'est plus parce qu'ils ont dû avoir un problème d'effectif et que l'équipe est en train de se reconstruire aussi. Parce que je crois qu'ils ont subi pas mal de pertes de joueurs cette année. Donc du coup, ils ont quand même défendu un petit peu leur chance. Ils sont les mieux classés des Français. Mais maintenant, c'est vrai que savoir que sur 28 équipes, les Français se retrouvent à partir de la 16e place et qu'on a 8 dans les 4 derniers ou 6 derniers, c'est... On n'a pas été habitué à ça en SPL, mais maintenant on paye peut-être le fait que plusieurs équipes sont montées dans la division supérieure et donc il y a un nivellement vers le bas, on redevient un petit peu moins... Qui va espérer évoluer sur les prochaines manches. L'année dernière, on avait Carnage, Vision en tête, Outrage, donc c'était quand même un noyau dur. Là, il y a quand même 2 équipes sur ces 3 qui tenaient la tête qui viennent de partir. Donc, d'accord. On verra la suite. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'événement Millennium. On va revenir un peu sur l'événement national. On va reparler de la FPS et des sujets qui sont quand même pas mal d'actualité. On va parler de cette fameuse commission parlementaire qui a commencé, je crois, donc l'année dernière. C'est ça. On a eu en fait une commission qui a commencé à travailler. En fait, l'origine du projet vient en fait d'une volonté de Nicolas Sarkozy on va dire de simplifier l'accès au droit, enfin l'accès aux lois, la compréhension du droit français et en particulier sur certaines législations qui sont très très anciennes dans le droit français et qu'il fallait peut-être un peu nettoyer, la rendre plus compréhensible, plus facile. En particulier la classification sur les armes qui, du propre aveu même du ministère, est un bordel sans nom. Voilà. Vous avez des tas de règles qui sont applicables, pas applicables, qui se contredisent, qui sont dans ce texte de loi. Donc on a le décret 95-589, mais on a aussi le texte de loi qui fixe les conditions du décret. Et en fait, il y avait nécessité de nettoyer un peu cette loi. Donc le ministère avait pris le parti de convoquer une sorte de... non pas de commission, c'est un groupe de travail qui réunissait... Un groupe de réflexion. C'est ça, un groupe de réflexion qui réunissait tous les usagers, utilisateurs d'armes, dont la Fédération de Paintball qui avait été conviée officiellement à participer à ce groupe de travail, ce qui était une sorte de première forme de reconnaissance qu'on avait rarement vue avant. Voilà. Il y avait nous, il y avait les chasseurs, il y avait les tireurs sportifs, il y avait les fabricants d'armes, les importateurs, les armuriers, enfin, on n'était pas les seuls dans la boucle. C'était pas une commission spécifique au paintball, mais on a été intégré dedans en tant qu'utilisateurs de lanceurs de paintball qui sont considérés comme des armes. Vous avez pu faire entendre votre voix quand même au niveau que vous attendiez ou est-ce que vous avez été un petit peu déçu sans rentrer trop dans les détails, on a eu pendant quelques réunions un vrai doute sur la volonté du ministère. Puisqu'au départ, pour préparer cette commission, on avait effectivement travaillé beaucoup sur les dossiers à présenter en fait, au niveau du ministère, sur ce qu'était le paintball, ce qu'était le lanceur de paintball, ce qu'était la réglementation qui s'appliquait au paintball et donc tous les écueils qui menaçaient le paintball si jamais on les considérait réellement comme une arme en appliquant... si on appliquait stricto sensu le code avec ses incohérences. Avec toutes ces incohérences, personne ne jouait là. Voilà, effectivement, ne serait-ce que d'avoir une licence de tir pour pratiquer du paintball. Quand on est chasseur ou tireur, éventuellement, ça peut nous aider. Quand on est ni l'un ni l'autre, là effectivement... Ça va expliquer à un jeune de 18 ans qui veut commencer qu'il faut aller chercher une licence de tir. Là, tout à fait. Il y avait un non-sens complet, puisque que vous soyez quand vous alliez voir les chasseurs ou les tireurs sportifs, vous leur disiez je voudrais bien avoir une licence ou un permis de chasse pour pouvoir pratiquer le paintball. Alors les mecs, bien sûr, les chasseurs en disant si vous allez chasser le sanglier, vous n'allez pas être arrivé. Et puis les tireurs sportifs en disant mais tu vas pas me soigner mes cibles pour tirer au paintball. Enfin bref, vous aviez non pas ces discours, c'était un petit peu des caricatures. Mais l'idée du jeu, c'était de dire qu'à un moment... Le lanceur, s'il était pris tel quel et textoso, stricto sensu comme une arme avec tout le décret applicable, on pouvait dire carrément à l'État, écoutez, carrément interdisez-le, ça sera beaucoup plus simple parce qu'au moins il n'y aura pas de doute sur l'interprétation des textes. On avait fait ces dossiers, on a présenté un peu l'activité, on a présenté le business, on a présenté l'activité dans son ensemble, c'est-à-dire sans négliger quoi que ce soit, sans cacher quoi que ce soit, sur la pratique sportive, la pratique récréative, la pratique scénario, en montrant les différents matériels utilisés dans toutes ces pratiques. Le but du jeu, c'était de dire, voilà, vous avez une pratique qui existe, qui est une pratique de plaisir, de compétition ou autre. Ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des dangereux, ce ne sont pas des débiles mentaux, ce sont des gens qui aiment se faire plaisir avec une façon de jouer quelle qu'elle soit. Et résultat, on a eu beaucoup de doutes pendant les quelques premières séances parce que
typiquement, en fait, le législateur ne voulait, enfin, en tout cas, la commission avait l'air de prendre, en tout cas, la partie du ministère de l'Intérieur qui participait à la commission, ne voulait qu'un dépoussiérage de cette classification, c'est-à-dire, en fait, en gros, on était considéré comme une catégorie 7, septième catégorie, soumise à déclaration ou non. Voilà. Bon, voilà, vous allez vous caser dans la 4e catégorie, donc c'était la catégorie comme D. Les arbalètes. Comme les armes à air comprimées, toujours, parce qu'on restait d'une arme à air comprimée sans précision de plus que ce qu'on était, c'est-à-dire en fait une spécificité paintball. Et finalement, à un moment, ils sont partis sur l'idée de dire non, on va faire un article spécifique au paintball, et c'est un petit peu ce qu'on voulait obtenir, sans distinction de l'apparence du lanceur, ce qui a été le cadeau, parce qu'à un moment, ils voulaient considérer les lanceurs de paintball type scénario comme des armes de catégorie C. C'était le point un peu sensible, hein. Une crosse, un viseur. Voilà, il y avait vraiment une interprétation très restrictive pour les lanceurs scénario qui était carrément interdit. Et en fait, l'idée du jeu, à un moment, c'est de dire non, on va faire une catégorie spécifique au paintball. Les lanceurs de paintball seront nommés. C'est peut-être la mauvaise nouvelle dans l'histoire, mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça permettra dans les autres articles du décret, par exemple tout ce qui est détention, tout ce qui est vente, tout ce qui est acquisition, tout ce qui peut être, on va dire, circulation ou autre, de sortir cette catégorie du paintball qui sera en fait normalement selon le projet du ministère la D211. Donc ça sera par catégorie D, deuxième paragraphe, les armes non soumises à déclaration ni à autorisation et en vente libre. Et c'est donc ces armes-là en fait, donc les lanceurs de paintball pourront être vendus à des mineurs, pourront être vendus sur des trade shows, ce qui n'était pas le cas actuellement, c'est-à-dire qu'officiellement on était censé faire des déclarations d'armuriers, d'exposants avec les armes enchaînées et autres. Ce qu'essayaient de faire les magasins quand même, globalement. Voilà, les magasins appliquaient plus ou moins, mais il faut savoir que la majorité des magasins auraient dû être déclarés comme armuriers, avec des conditions, vous ne pouvez pas vendre vos armes si vous n'êtes pas sur votre lieu de déclaration d'exercice, donc ça on parle de préfecture. Et par exemple, typiquement, ce genre de règle va être levé pour le paintball. Parce qu'il faut spécifiquement pour les lanceurs de paintball. Il faut quand même savoir que, par exemple, la vente d'occasion, elle est, si on suit le décret actuellement, elle est totalement interdite. Complètement, puisque vous êtes censé passer par un armurier. On est dans l'illégalité totale, c'est-à-dire que toutes les petites annonces, je ne sais pas pour faire peur aux utilisateurs Spirit, mais globalement, toutes les petites annonces que vous balancez, normalement, on n'est pas trop dans la légalité. Alors, donc c'est ce qui va être dans le texte de loi en fait effectivement actuellement vous êtes censé, alors c'est pas que les petites annonces soient illégales, mais par contre ce qui est sûr c'est que quand on vend on peut pas vendre de particulier à particulier. Aller chez on est censé passer par un armurier qui va vérifier que vous avez le droit de détenir l'arme que vous vendez et qui doit vérifier que le futur acquéreur est en droit de détenir l'arme que vous vendez. Ce que font tous les utilisateurs de Spirit, c'est bien connu, tout le monde va à son magasin et prend un petit coup de tampon, tout va bien. Donc ça par exemple effectivement ce serait entre guillemets simplifié. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Donc là, là, cette échance, pour finir sur ce travail, donc là maintenant, on a une échéance qui, donc on a un texte final. Donc c'est pas un texte final dans le sens où vous voulez voter, c'est une proposition de texte final de la part du ministère de l'Intérieur, qui sera adoptée une fois que la loi cadre aura été adoptée. Alors il faut bien comprendre que actuellement, nous avons travaillé sur un décret d'application. Le décret d'application ne sera pris qu'une fois que la loi cadre sera adoptée. Complète. La grosse loi, en fait, c'est comme vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et là, pour le coup, en fait, il faut savoir que cette loi, c'est celle qui va mettre en place les fameuses 4 catégories en application de la directive européenne. Et que cette loi cadre, en fait, doit maintenant être en fait votée, soumise au vote, par l'Assemblée nationale et par le Parlement. Il y a eu un premier vote qui a eu lieu par l'Assemblée nationale. Donc du coup, quand je dis Parlement, c'est plutôt le Sénat qui fait le deuxième vote. Donc la loi pour le circuit législatif va être d'abord votée par l'Assemblée nationale. Elle doit être votée dans les mêmes termes par le Sénat. Et une fois que la loi est votée par les deux chambres, en fait, la loi est adoptée et promulguée et on peut, dans ce cas-là, mettre en place les décrets d'application. Donc là, la loi a été votée par l'Assemblée nationale, elle a été mise en première lecture au Sénat. Il semblerait que malgré tout, cette loi cadre ne soit pas forcément acceptée dans les mêmes termes qu'au Sénat, donc il est possible que le texte fasse une navette parlementaire. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va revenir à l'Assemblée nationale pour prendre en compte les modifications du Sénat et repartir ensuite. C'est ça, c'est quand une loi est votée par l'Assemblée mais qui est refusée par le Sénat, elle repart à l'Assemblée pour être modifiée sur les termes qu'aura refusé le Sénat. Exactement. Elle proposait à nouveau au Sénat et à ce moment-là, le Sénat, s'il est d'accord avec les modifications et surtout sur les termes qu'ils ont signalés, à ce moment-là, il la vote. Voilà, c'est ça. Et sachant que, il y a cette loi qui a été proposée, c'est une loi qui a été proposée par un groupe de réflexion qui a été mené par M. Leroux, qui est un député. Et il faut savoir qu'a priori, j'ai cru comprendre il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu une deuxième proposition de loi par un autre parlementaire
qui a été proposé pour prendre en compte les considérations d'un groupe d'utilisateurs d'armes un peu particuliers qui sont les collectionneurs, entre autres, et qui souhaitent, eux, que la loi soit assouplie et modifiée parce qu'actuellement, dans la proposition de loi initiale du rapport Leroux, en fait, du groupe Leroux, il y a une très très forte restriction pour l'acquisition des armes par les collectionneurs, et y compris les armes modernes, ce qui était un petit peu le point d'achoppement. Oui, ça peut pas, voilà. peut pas passer. Alors, on est bien d'accord, hein, quand on parle de ces armes pour les collectionneurs, on ne parle pas d'armes en état de fonctionner, on parle d'armes neutralisées. Malgré tout, le fait qu'elles soient neutralisées, le fait qu'elles ne perdent pas leur catégorie. Parce qu'elles ressemblent à des armes. Voilà. Donc c'est un petit peu pour l'instant la discussion. Donc elle n'est plus dans les mains du ministère, elle n'est plus dans nos mains, elle est soumise au sein de nos députés et parlementaires. D'accord.